Raconter ce que fut la vie d'Arthur Cravant à New York serait faire l'historique de la fondation du dadaïsme. Aussi n'en parlerai-je pas aujourd'hui. Pas plus que n'en a parlé jusqu'à présent le rastaquouère de l'art pour l'art, Francis Picabia, qui voyait Cravant tous les jours à New York et qui, entraîné par son exemple, eut le grand courage moral, dans 391, une revue d'art, de pourvoir la Joconde de Léonard de Vinci, qui n'en pouvait mais, d'une paire de moustaches à la Guillaume II. Pas plus que n'en a parlé jusqu'à présent l'inventif Marcel Duchamp, et que faisait à New York ce malicieux Parisien, sinon enseigner l'amour, ce jeu d'échecs, qui voyait Cravant tous les jours à New York, et qui, subissant son influence, eut le grand courage moral de munir les pots de chambre mis en vente dans un bazar de la garantie suivante: je déclare que cet ustensile de ménage est une authentique œuvre d'art. Et il faisait suivre cette déclaration de sa signature en fac-similé, qui était pour les initiés « Rose, c'est la vie ». Pas plus que n'en a parlé jusqu'à présent le grand mufti de Zurich, qui ne connaissait pas Cravant et qui, dans son désarroi, reçut en 1917, avec reconnaissance, l'investiture de la nouvelle église des mains de Picabia, les États-Unis étant entrés en guerre entre-temps, et Picabia, quoique cubain, s'étant réfugié en Suisse, soi-disant pour soigner un zona et faire une cure de désintoxication. Mais se livrant à une propagande effrénée, ses valises pleines de dada, plans de guerre, manifestes, bombes, œuvres de la mauvaise conscience de Cravant, fois nouvelle que le grand mufti Tristan Tzara s'empressa de communiquer à ses adeptes du cabaret Voltaire, et que les épigones du danseur du balbulier et du bafouilleur des noctambules reçurent comme les apôtres le Saint-Esprit. Rappel, les membres du cabaret Voltaire à Zurich étaient pour la plupart des Allemands aimant par trop la France pour la combattre, les armes à la main, et presque tous les autres des Juifs de l'Est européen ayant fui le port d'un quelconque uniforme. Deuxième rappel. À l'époque, la Suisse était la terre promise des espions et des esthètes, des pacifistes et des immervaldiens. Boulot, Dada, Romain Rolland, Lénine, un fameux cocktail pour accélérer la confusion des langues, une drôle de cocarde d'Edelweiss au bonnet rouge, pliée en chapeau de gendarme, dont se coiffaient ses têtes tournantes à tout vent. Dada, Dada, hurlaient les néophytes de Zurich, menant un train de tous les diables, visant Paris, car il leur fallait leur guerre à eux. L'art n'a pas de patrie. Quant à Cravant, il avait disparu. L'histoire de guerre d'Arthur Cravant ne s'arrête pas à l'invention de Dada, tout au contraire. Ce n'est que maintenant que ces véritables mésaventures de déserteurs commencent et vont se précipiter. À l'entrée en guerre des États-Unis, sa frousse fut si intense d'être prise et jetée dans la mêlée que ce poète, qui ne voulait pas avoir le portrait abîmé, fila sans plus de réflexion au Canada, la frontière la plus proche, qu'il pouvait atteindre en une nuit. Et ce n'est que cette frontière franchie qu'il se rendit compte qu'Arthur Cravant venait de se fourrer dans la gueule du loup, le Canada étant en dominion anglais, en guerre, et Arthur Cravant un objecteur de conscience, certes, mais citoyen anglais, un Anglais qui ne voulait rien savoir de cette guerre impérialiste, nom de Dieu. Quos vult perdere Jupiter dementat prius. Les cervelés s'étant réfugiés dans une ferme, Cravant y resta peinard quelque temps, ne sachant que faire ni comment se tirer de là. Je ne sais comment l'idée vint à ce gros gaillard de se déguiser en femme, probablement en pensant aux homosexuels qu'il avait fréquentés et vus danser ensemble dans les boîtes de nuit du cours Fürstendamm et à la Petite Chaumière, à Montmartre, quand il faisait la noce aux frais de Jack Johnson à Berlin et à Paris. Ce sont de ces choses qui vous reviennent dans la solitude, quand on remâche son passé, en sifflotant un air à la mode. Je ne sais pas comment il se procura des vêtements de femme dans cette ferme perdue dans les bois. Les Canadiens ne sont pas très dégourdis, et probablement que les fermiers n'y ont vu aucune malice, de la part de ce grand garçon blagueur, qui savait se rendre sympathique, et qui sûrement devait par-ci par-là leur donner un coup de main dans la journée et les faire rire le soir à la veillée. Les distractions ne sont pas nombreuses à la campagne. L'hiver canadien est long et l'étranger de passage, qui raconte des histoires et fait des farces comme un colporteur hors de saison, est le bienvenu. Il est vrai que beaucoup de ces petites fermes sont des distilleries clandestines où Cravant pouvait se tuyauter contre bon argent auprès des gangsters qui les tiennent et des contrebandiers qui les hantent. Probablement lui avait-on donné une bonne adresse à New York.
Mais peut-être qu'Arthur réussit tout simplement à séduire la fille du fermier qui l'hébergeait, ou une servante, car c'était un beau mâle, menteur et plotteur à souhait. Je ne sais pas comment il s'y prit pour se faire conduire à Montréal sans éveiller les soupçons, à atteindre Québec sans se faire arrêter en cours de route, à embarquer à bord d'un bateau et finir par échouer à Terre-Neuve, toujours habillé en femme. Mais ce que je sais, c'est qu'il y débarqua sans le sou et qu'il se trouva immédiatement, le temps de changer de tenue derrière une palissade, dans l'obligation de chercher de l'embauche, ce qui prouve que sa fuite en travesti lui avait coûté chérot, car Arthur avait quitté New York les poches pleines. Il avait fait la tournée de ses amis et connaissances. Il était parti en emportant les bijoux de sa jeune épouse américaine. J'ai des raisons de croire qu'il s'était fait faire de faux papiers d'identité, puisqu'il trouva immédiatement de l'embauche comme matelot à Bonavista de Terre-Neuve, à bord d'une barque danoise qui levait l'ancre pour se rendre sur le banc, à la pêche à la morue, et Arthur eut à écoper dur, c'est certain, sacré Cravant. Cette pêche à la morue fut la plus sale époque de la vie d'Arthur Cravant. Le métier de matelot n'est pas rigolo, et celui d'un Terre-Neuvasse n'est fait que de misère. Cravant en bavait. Pour la première fois de sa vie, le neveu d'Oscar Wilde mettait la main au travail, et le poète boxeur n'aimait pas plus que le portrait, voir s'abîmer ses mains. Je me souviens d'une lettre qu'il envoya de Terre-Neuve à son épouse parisienne, où il disait sa rancœur, son dégoût de l'existence qu'il menait, son désespoir, la suppliant de faire l'impossible, de mettre toutes ses affaires au clou et de lui adresser par retour un mandat télégraphique. Compte tenu du ton, de l'exagération d'une pareille missive de chantage sentimental, écrite dans de pareilles conditions et dans un moment de cafard, je suis prêt à reconnaître que la vie ne devait pas être drôle sur le banc et que Cravant devait en rôter. La Bourguignonne envoya le mandat au bon soin du consulat du Danemark, comme Arthur l'avait indiqué dans sa lettre, qu'il avait signée d'un faux nom. Mais ce mandat ne fut jamais délivré. Il revint à Paris via Copenhague avec la mention « destinataire embarqué à bord de la Santissima Madre de Dio, goélette mexicaine ». Je ne sais plus quel était le faux nom de Cravant à Terre-Neuve, car il en usa de plusieurs au Mexique, avant de retrouver le courage moral de signer de son nom les lettres qu'il adressait à son épouse parisienne. Il craignait d'être extradé. Il croyait que la guerre mondiale était déchaînée contre lui seul. Sacré Cravant. Une première lettre vint du Mexique, puis une autre, puis il y eut un long silence. Puis au bout de quelques mois arrivèrent coup sur coup 3 paquets de lettres. Cravant voyageait dans le sud du pays, prospectait des mines d'argent, puis nouveau silence de quelques mois et une dernière lettre de Mexico City. Il annonçait qu'il avait ouvert en ville une académie de boxe, qu'il avait beaucoup de succès, qu'il faisait des conférences, que sa renommée battait son plein, neveu d'Oscar Wilde, poète et boxeur, le poète aux cheveux les plus courts du monde, etc., etc. Le même bluff qu'à Paris, qu'à Barcelone, qu'à New York. Il jubilait. Ses affaires étaient prospères et il demandait ce que l'on pensait de ses succès à Paris. Puis plus rien. 5-6 mois se passèrent encore, et tout à coup le bruit se répandit à Montparnasse, sans que l'on pût savoir d'où il venait, ni le contrôler, qu'Arthur Cravant avait été assassiné, dans un dancing, d'un coup de poignard au cœur. Sacré cinéma. Avoir fait tout cela, pour sauver sa peau de la guerre, et l'avoir crevé avant la fin de la guerre, à la veille de la paix et à Mexico. Tout cela n'enlève rien à l'immense talent du poète, et il semble bien que son séjour au Mexique, le voyage dans le sud du pays, la prospection des mines d'argent, eût été pour lui un chemin de Damas s'il n'avait fait demi-tour dans la solitude. Il a adressé alors à son épouse parisienne des lettres extraordinaires d'émotion et de poésie intense et contenue, des hymnes à la nuit aussi profonds et suaves que ceux de Novalis, et des illuminations fulgurantes, aussi prophétiques et rebelles, et désespérées et amères que celles de Rimbaud. Il avait trouvé son climat, mais cette régénération, cette catalyse de son génie au contact de la vie indienne et de la grande nature sauvage n'a pas tenu le coup, n'a pas duré. De retour à la capitale, la vie frelatée de la grande ville et son ambiance sophistiquée par la modernité se sont à nouveau emparés de lui, et son détraquement intime n'a pu résister à la vanité, au succès, à l'argent, aux femmes, à la renommée, au scandale facile de Dada,
à sa puérilité vicieuse et congénitale, car on n'est pas impunément un beau gosse et le neveu d'Oscar Wilde. Je ne doute pas qu'on éditera un jour les lettres qu'Arthur Cravant adressait à sa femme à Paris. Il y en a une 60aine, et que l'on ajoutera au lot les 3-4 poèmes prometteurs de ses débuts, poèmes pour lesquels j'ai conservé une tendre faiblesse, comme d'un frère aîné pour son cadet. Adada, Adada, ô fou, quel cinéma!